Bonjour, bienvenue dans l'entretien de France 24. Le 14 septembre, Pierre Péan, écrivain, africaniste et journaliste d'initiative, comme il se dépeint lui-même, publie un ouvrage intitulé « La République des mallettes ». La République, c'est la France, et les mallettes, ce sont celles que l'on transmet, souvent d'Afrique, aux dirigeants français, aux fins de financement de leurs partis politiques respectifs, et pas seulement d'ailleurs. Des mallettes pleines de billets, bien sûr, pour paiement de rétrocommissions ou pour sauver tel ou tel intermédiaire en délicatesse. Au demeurant, le fil rouge du livre de Pierre Péan, Alexandre Djouri, est un intermédiaire de haut vol, prince des ténèbres, mi-courtier, mi-conseiller du pouvoir chiracien, puis sarkozyste. Mais comme si cela ne suffisait pas, voici que de manière concomitante à la parution du livre, un autre personnage de l'ombre, issu de ce même livre, Robert Bourgi, vient de surgir. Taraudé par sa conscience, selon ses propres mots, il affirme avoir convoyé de nombreuses mallettes à destination de l'ancien président français Jacques Chirac, ainsi que de son ex-premier ministre Dominique de Villepin. Les deux hommes entament une plainte pour diffamation. Bref, n'en jetez plus, la coupe est pleine et faisons le tri avec l'homme par qui l'information ou les hypothèses arrivent. Je veux parler de Pierre Péan. Pierre Péan, bonjour et merci d'être avec nous. Je parle d'hypothèses car vous écrivez vous-même dans l'avant-propos de votre livre qu'il vous a manqué des preuves matérielles, ce qui n'est pas courant dans vos enquêtes. Alors, on dit le monde des mallettes est un monde de l'oral qui ne laisse pas de traces. Oui. Ces hypothèses font que... C'est plus que des hypothèses. C'est plus que des hypothèses. Alors, de quoi êtes-vous certain aujourd'hui ? D'abord, ce que j'essaie de... Je partage avec le lecteur les difficultés que j'ai eues et j'ai été... Je me suis demandé si je devais publier. Il m'a semblé que même si je n'avais pas toutes les preuves, je pouvais avoir des intimes convictions, je pouvais en tout cas faire un tableau de la corruption française depuis une vingtaine d'années, que je pouvais sans doute apporter des choses nouvelles. Donc c'est ça qui m'a déterminé finalement à faire ce livre, même si j'ai eu des hésitations. Alors ce tableau, il est peu ragoûtant, et en quoi ce que vous apportez est nouveau ? Parce qu'on a souvent parlé de mallettes et de corruption, notamment dans les relations entre l'Afrique et la France. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre livre ? Alors, ce qu'il y a de nouveau, d'abord, c'est l'angle que j'ai pris, parce que j'ai donné de la cohérence à l'ensemble des affaires. Tout le monde connaît l'affaire des frégates, l'affaire Clearstream, l'affaire de l'Angola Gate, l'affaire de Elf, mais j'ai essayé de me servir de chacune des affaires pour dresser ce tableau et montrer qu'aujourd'hui encore, malgré les lois qui ont été prises, qui restreignaient, qui encadraient le financement politique, à la fin des années 80, début des années 90, eh bien, malgré ça, il y a eu des systèmes qui ont été montés, beaucoup plus sophistiqués, et qui supposaient que des hommes qui connaissent toutes les filières financières très sophistiquées, il fallait des hommes nouveaux pour faire ça. Et donc j'essaie de montrer que la corruption n'a pas cessé, et je décris un certain nombre de choses qui, quand on les met en perspective, je pense que c'est complètement nouveau. J'ai décrit notamment ce qui s'est passé en 2004, et donc ça me permet d'éclaircir l'affaire Clearstream, où il y a une bataille d'une sauvagerie incroyable entre le clan Sarko et le clan Villepin-Chirac, et où, au bout du compte, il y a eu même des tentatives de meurtre. Et quel était l'enjeu ? Tentatives de meurtre, c'est-à-dire ? Tentatives de meurtre, puisque c'est Ziad Takedine, au mois d'avril 2004. Donc lui aussi conseiller occulte. Eh bien, c'était lui le champion du clan Sarkozy, qui se battait contre le champion du clan Chirac, qui était Alexandre Djouri. Eh bien, Ziad Takedine, et il y a les preuves maintenant qui existent, a fait l'objet dans les îles Moustiques d'une tentative d'assassinat. C'est dire... On connaît le commanditaire ? Alors, ou vous avez votre hypothèse ? J'ai quelques... je raconte ce que pense Takedine. Il faut que, moi, je ne peux pas aller plus loin que ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est dans le cadre de cette affaire, dans le cadre d'une bataille autour d'un contrat, qui était le contrat Mixa, c'est-à-dire le contrat sur la sécurisation des frontières. Alors, autrement dit, et puis j'amène, il y a un personnage que peu de gens connaissent, ça c'est complètement nouveau, et qui joue un rôle important, même si je ne connais pas tous les aspects, tous les détails de son rôle, qui est Alexandre Djouri, qui me sert, comme vous l'avez dit, de fil rouge dans cette affaire. Et donc ce personnage me fascine, parce que c'est au départ un délinquant de Sarcelles, et c'est quelqu'un qui a porte ouverte et qui peut rentrer à l'Élysée, sous Chirac comme sous Sarkozy, comme s'il était chez lui. Alors, ce qu'il y a d'impressionnant, justement, c'est que vous décrivez non seulement
j'allais dire, oui, les caractéristiques de la corruption et cet invraisemblable balai de mallettes, mais aussi la puissance politique de ses conseillers, en l'occurrence d'Alexandre Djouri, et la capacité que ce genre de personnage a d'influer, mais à quel niveau exactement? C'est ça, dans quelle mesure sur la politique française? C'est ce qui, effectivement, m'a intéressé le plus. C'est-à-dire, si on avait l'habitude d'intermédiaires, ils se contentaient, grosso modo, d'apporter des mallettes ou d'apporter de l'argent. Et de repartir. Et de repartir. Hein, et on les mettait plutôt juste à l'extérieur du palais. Tandis que là, il va à l'intérieur du palais. Et il est sur un certain nombre de dossiers, il est important. Le dossier le plus important où je vois la patte de Djouri, c'est dans le dossier de la filière nucléaire, où il y a un changement complet, où c'est Henri Proglio qui prend la main sur par rapport à Anne Lauvergeon, qui était la patronne d'Areva. Et donc, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il est à la manœuvre. Et donc, dans une affaire de mécano-industriel, il est à la manœuvre. Mais je le vois aussi en Libye. Il joue un rôle très important. D'abord, je dis qu'il a joué un rôle important dans l'affaire des infirmières bulgares, en proposant à l'Élysée le rôle de Cécilia Alors, rappelons donc qu'il s'agissait de délivrer donc les infirmières bulgares des geôles de qui étaient accusées à tort d'avoir inoculé le virus du sida à des gens libyens. À Benghazi. Donc, le monde entier connaît l'existence de ces infirmières bulgares qui sont en prison à tort, et qui souffrent, qui sont torturées. Et donc, Djouri va proposer à Claude Guéant de faire intervenir Cécilia. Pourquoi il le fait? Donc, l'ex-épouse du président. L'épouse du président. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il a une amitié forte avec un homme proche de Mouammar Kadhafi, qui est Béchir Salah, qui est donc celui qu'on dit être le directeur de cabinet. Donc on le voit sur plein de dossiers, et donc il ne se contente, il a un rôle qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer. Il est dans des affaires politiques très importantes. Il est proche de Claude Guéant, que tout le monde s'accorde à dire comme le numéro actuel. Oui, et qui était le numéro 2 du régime. Il est extraordinairement proche de Bernard Squarcini. Il est extraordinairement proche de Proglio, qui est le plus grand patron du CAC 40, patron de EDF. Mais et donc ça, c'est ça qui est totalement nouveau. Quand vous dites ces pratiques se poursuivent, je pense à un homme clé aussi de votre livre qu'il est devenu, je l'ai cité en introduction, c'est Robert Bourgi. Oui. Il vous a parlé, oui. Il vous dit, au fond, avant de s'épancher publiquement comme il l'a fait, oui. Est-ce qu'il vous dit ces choses-là continuent aujourd'hui? Parce qu'il a été très vague sur... Non. Et à moi, il dit, ouais. il se contente de dire ce qui est arrivé entre 1997 et 2005. Et après, il dit « je ne sais rien ». Non, après, il dit même plus, il va même plus loin. Il dit que Nicolas Sarkozy lui a bien dit qu'il ne voulait plus de mallette, plus rien du tout, à part de 2005. Ouais. Bon, c'est pas un hasard si je vais voir Michel de Bonnecorse, qui était le Monsieur Afrique de Jacques Chirac, et que Michel de Bonnecorse me donne une autre version que celle que m'a donnée Bourgi. Mais en tout cas, Bourgi, lui, il voulait dire des choses par rapport à Dominique de Villepin. C'est une évidence. Bon, pour prendre un espace un peu plus large de réflexion, tous ces fonds qui sont donc transférés d'Afrique vers le pouvoir français. C'est pas les fonds d'Afrique. Il faut bien avoir en tête que c'est une petite partie. Oui. On peut les visualiser parce qu'on voit très bien. Mais les sommes dont je parle, c'est des sommes beaucoup plus importantes. Mais si on prend cet angle-là, est-ce que à quoi elles servent finalement ces sommes, si ce n'est à consolider des pouvoirs de type dictatoriaux ou autocratiques? Manifestement, ceux qui donnent des mallettes, dans ce que me dit Bourgi, ce sont des assurances. C'est une prise d'assurance, c'est une façon de MMA. Ça a été le cas d'Omar Bongo, par exemple. Ça a été le cas d'Omar Bongo, ça a été le cas des autres, manifestement. Comment ils ont réagi à votre livre? À mon livre, le fait que Bourgi soit immiscé dans cette histoire, bon, il l'a dit d'abord à moi, il l'a dit ensuite au JDD, au Journal du Dimanche, mais après il y a eu une telle campagne médiatique, il a été sur tous les plateaux, et donc on a quasiment oublié que ce qui était dans le JDD était déjà dans mon livre. Mais il y a des réactions différentes. J'ai cru voir que du côté de chez Gbagbo, on a complètement confirmé
qui a vu des mallettes de données. Oui, parce que ça permettait au clan Gbagbo de se remettre un petit peu au goût du jour. Absolument. Quant à Ali Bongo, si j'ai bien compris, il a dit ça, c'était mon père. Ouais. Hein, et puis il y a un certain nombre d'autres qui disent c'est pas vrai et qui apparemment vont faire un procès à Robert Bourgi. Donc vous dites ce système, il était marqué par des hommes comme... Il est toujours marqué par des hommes comme Djouri au fond. Alors, sur l'Afrique, puisque sur l'Afrique, moi, c'était Bourgi qui était surtout à la manœuvre. Ouais. Mais c'est vrai que je ne connais pas tout. Mon enquête elle pourrait être continuée. Djouri, je le vois sur l'Afrique, surtout dans les années 90. Je le vois faire des allers-retours, notamment sur le Gabon, et dans une relation très proche avec les grands cadres d'Elf, notamment André Tarallo et Alfred Sirven. Mais je sais, je peux visualiser un certain nombre de voyages et même d'hôtels à Libreville et ailleurs, mais je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas décrire plus loin. Pour l'instant. Et donc, d'une certaine manière, votre enquête, c'est l'enquête sans fin. Exactement. Et donc, on va pouvoir attendre le tome supplémentaire, le suivant. Merci Pierre Péan d'avoir été avec nous. Vous êtes sur France 24. Vous voyez que vous n'avez aucune raison d'aller voir ailleurs. Tout de suite, des infos supplémentaires. Merci.